beaucoup de Je monde vois qui arriver commence là. à arriver. Ça Je commence vois à, arriver là. tout le monde commence à nous rejoindre. 21, on va attendre quelques secondes avant de partir officiellement. On est à 20, on a une trentaine déjà, ça commence. Merci à tous. On va débuter le premier webinaire de la SFE dans quelques minutes avec notre host et candidat Sébastien. Donc, on va attendre encore quelques minutes. Il y avait 133 participants. On en est à 44, donc à peu près un tiers. On va attendre encore quelques minutes pour les retardataires avant de débuter officiellement. Le chat a commencé également. OK. Merci Jennifer. On va commencer très rapidement. Bonjour Hugo également, bonjour à tous. Merci de votre participation. On est donc mercredi ici. Je suis présentement à Vancouver. Donc il est midi 33 et on va commencer dans 2 petites minutes parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à vous présenter et on espère vraiment répondre à vos questions et pouvoir vous apporter de bonnes informations sur l'immigration canadienne bien sûr, et avec la résidence permanente, pardon, bien sûr, pour les Français. Claire, Elodie, bonjour. Virginie, bonjour à tous. On va commencer. On a 52, donc à peu près à la moitié des personnes qui se sont inscrites pour aujourd'hui. On va commencer dans à peu près 120 secondes. À peine, 2 minutes. Dans 2 minutes, c'est ça exactement, d'après mes calculs. Merci encore, Sébastien, de nous offrir ton temps aujourd'hui et de pouvoir nous éclairer, m'éclairer sur les questions qui sont vraiment d'actualité, parce qu'on a vu ces dernières semaines beaucoup de changements au niveau de l'immigration. Depuis d'ailleurs les derniers 12 mois, finalement les derniers 14 mois, le Canada a vraiment fait beaucoup de changements, beaucoup de modifications pour s'adapter, bien sûr, à la demande grandissante d'immigration, numéro un, au changement dû à la pandémie qu'on est en train de vivre également. Donc, les passages sont différents. Donc, tout ça, ça donne à nous tous Français, beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir accès à la résidence permanente? Comment est-ce qu'on se qualifie? Quand est-ce que je peux le faire depuis la France? Est-ce que je dois être ici? Est-ce que je dois avoir un travail? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Et l'idée d'aujourd'hui, pour tous nos 54 participants, nos 54 attendees, c'est vraiment de pouvoir vous offrir des questions des réponses de manière globale. C'est les questions que tout le monde se pose. S'il y a des questions un petit peu plus spécifiques du cas par cas, après, bien sûr, on vous expliquera comment joindre notre expert certifié par Immigration Canada, membre de la ICCRC, Sébastien, via UpNorth, bien sûr. Donc, sûrement beaucoup de gens parmi vous connaissez Monsieur Sébastien Blanchin. Moi, je le connais. C'est vraiment une personne extrêmement active sur la communauté francophone de Vancouver et bien sûr du Canada de l'Ouest. C'est une personne qui offre tous les jours énormément de réponses sur le domaine principalement d'immigration, de certains autres domaines, sur le tennis, le foot, et plus récemment sur la vaccination. Mais, Beaucoup sur le tennis. mais aujourd'hui, on est là pour parler d'immigration et on est là pour parler de la résidence permanente principalement. Donc, de garder ces 60 minutes les plus pertinentes possibles. On est maintenant à 57 et les 120 secondes sont passées. Donc, moi, je propose qu'on commence à y aller et que plus ou moins les retardataires nous rejoignent pendant ce webinaire d'aujourd'hui et on sera ravis de revenir en arrière durant le Q&A si vous le souhaitez. Donc, bonjour à tous. Merci pour vos petits messages. Déjà, ça montre l'attention est haute. Donc, on va commencer. Donc, qui nous sommes finalement? La SFE, donc l'Alliance française des Français à l'étranger.
Nous sommes donc un mouvement international présent dans quasiment tous les pays du monde, toutes les circonscriptions du monde. Et aujourd'hui, donc, nous sommes la circonscription de Vancouver, qui représente donc l'Ouest canadien, donc jusqu'à même Calgary, Yukon, et avec notre headquarter ici à Vancouver. Et donc, comme vous le savez, les élections vont bientôt avoir lieu. Ça va avoir lieu le 21 mai, du 21 au 26 pour être plus exact, online, en ligne, pour nous, en prenant en considération les éléments actuels, et avec une journée qui sera également offerte à l'urne. Donc, ça sera ici à Vancouver. Pour ceux qui connaissent notre ville, c'est sur West Pender, c'est pas très loin d'ici, de nos bureaux, de mon bureau plus principalement. Et donc, nous sommes sur la liste. Il y a 7 listes participantes. Nous sommes l'ASFE est l'une d'elles. Et nous sommes très, très fiers de présenter nos candidats. J'en fais partie, bien sûr. Monsieur Sébastien, Bianchien, Sébastien en fait partie également. On a une équipe qui est jeune et on a une équipe qui est dynamique. On a une équipe qui est assez moderne et qui est là pour répondre donc aux questions et offrir des réponses aux Français qui sont établis dans notre circonscription. L'une des questions principales que l'on a pu voir, c'est vraiment l'immigration. Ça reste un domaine technique, un domaine souvent compliqué. Et nous sommes là aujourd'hui en représentation avec la SFE pour vous offrir des réponses là-dessus. Et c'est pour ça qu'on s'est offert 1 heure avec un expert en immigration certifié par Immigration Canada, ICCRC member, comme on les appelle, et qui va faire une présentation qui va vous offrir donc une partie de son savoir et pour vous offrir donc une vision plus claire sur la voie, la résidence permanente. Et ce genre de webinaire, nous voulons nous faire de manière fréquente. Et aujourd'hui, on parle d'immigration. Demain, on peut parler de santé, on peut parler d'éducation, on peut parler de retraite, mais on a bien vu qu'en ce moment, la question d'immigration est prédominante. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment vous donner également un message important. S'il vous plaît, allez voter. Pour ceux qui sont inscrits, c'est très, très important que vous soyez à SFE ou même parmi d'autres listes, ce n'est pas grave. Mais s'il vous plaît, aidez-nous parce que beaucoup de Français qui sont établis dans l'ouest du Canada n'ont pas assez de voix. On peut comprendre que l'administration peut être complexe et parfois même très compliquée. C'est pour ça qu'on est là pour vous et les autres listes sont là également pour vous. Aujourd'hui, c'est la SFE. Demain, ça peut être une autre. Mais moi, je vous remercie de votre participation. Je vous remercie d'être là. Pour ma part, William, c'est mon nom et ça fait 10 ans que je suis à Vancouver et j'adore cette ville, j'adore le Canada en général et j'adore surtout aider grâce à notre expérience, la mienne et celle de mes colistiers, à partager avec des nouveaux arrivants ou des personnes qui ont des questions sur l'immigration. J'ai d'ailleurs un de nos colistiers, Sébastien, qui est ici avec nous, qui va prendre parole dans quelques secondes et une colistière qui est sur mes côtés, qui peut venir d'ailleurs se présenter également, Anne. Bonjour tout le monde. qui était juste à côté. On a la chance de pouvoir travailler ensemble avec Anne et on a cette même mission et c'est d'aider principalement les Français établis à Vancouver et sur l'ouest du Canada. Et avant même que les élections commencent, avant même le 21 mars, aujourd'hui, le 21 mai, aujourd'hui le 12 mai, nous offrons déjà, nous mettons déjà en application nos promesses, c'est d'offrir plus d'informations et plus de clarité sur l'immigration. Donc, allons même dans le sujet avec Sébastien, expert en immigration, qui va pouvoir commencer avec une présentation qui a été faite de manière simple et pour pouvoir répondre à vos questions compliquées. Super. Merci, William. C'est simple, mais c'est assez fourni. J'ai à peu près 1 heure, donc je vais essayer de passer un peu rapidement sur ça. Je vais parler aujourd'hui de trois voies, enfin en tout cas 2 voies pour accéder à la résidence permanente et une voie pour accéder plutôt à un permis de travail. Donc, ces 3 programmes. On pourrait faire un webinaire quasiment un webinaire par programme. Donc là, je vais quand même résumer un peu de façon simple, vous expliquer comment on passe par ces programmes-là, les critères d'admissibilité pour ces programmes et voir si c'est le bon moment
c'est plutôt le bon moment en ce moment d'ailleurs pour immigrer au Canada, si on est français en plus. On va voir tout ça ensemble. Donc, donc avant de parler de tout ça, c'est important parce qu'on va parler on va parler de concepts comme des emplois qualifiés, par exemple. Vous savez, le Canada a fait le choix d'une immigration plutôt qualifiée. Évidemment, si on n'est pas qualifié, on peut quand même immigrer au Canada, mais aujourd'hui, on va surtout parler des gens qui ont une profession qualifiée. Et donc, c'est important de rappeler ce que c'est. Donc, on va voir ça tout de suite dans les points transparents. Après, on parlera du programme de mobilité francophone et évidemment l'entrée express après qui est un peu ma spécialité. On verra les 3 programmes qui sont sous entrée express, comment on peut être éligible à ces programmes-là et comment fonctionne le système d'entrée express. Et on parlera à la fin de la nouvelle voie d'accès qui vient d'ouvrir il y a quelques jours, il y a une semaine. C'est une nouvelle voie d'accès à la RP pour les étudiants fraîchement diplômés et pour les travailleurs dits essentiels. Donc, on verra de quoi il en retourne et puis qui pourrait être éligible dans ces programmes-là. Peut-être que vous êtes éligible, on verra ça. Avant de commencer, oui, comme je disais, il faut pour comprendre un peu le concept de ce qu'est un emploi qualifié, il faut revenir à ce qui est la classification nationale des professions. Donc, en fait, c'est un système. C'est le système par lequel le Canada classe les professions et décrit les professions. Donc, chaque profession, boulanger, je sais pas, coiffeur, chauffeur routier, chaque profession a un code CNP, donc classification nationale des professions, à 4 chiffres, qui permet de classer dans une matrice qu'on va voir juste après, et qui permet de dire si tel ou tel emploi est qualifié ou non. Ça permet aussi de voir dans la matrice, on peut aussi, je vous ai mis un lien là, on peut aussi voir plein de choses. C'est intéressant de voir les conditions d'accès à cette profession au niveau des diplômes, s'il faut un diplôme universitaire, s'il n'en faut pas, les tâches, la liste des tâches, parce que souvent on les demande quand on fait une demande de résidence permanente, etc. Ce qu'on appelle un métier qualifié, donc en fait, il y a 5 catégories. Il y a la catégorie 0, A, B, C et D. Ce qu'on appelle emploi qualifié, ce sont des emplois qui tombent dans les catégories 0 ou A ou B. 0, ça va être des postes ronds de gestion, tout ce qui est directeur d'entreprise, ces choses-là. Il y a même des codes 0-0 pour j'en ai jamais vu moi personnellement, mais c'est pour les gens, les vrais, les grands CEO, ce qu'on appelle les senior managers. 0, c'est vraiment plus pour les postes de manager, gestion, directeur de restaurant, directeur de mine, tout ça. Niveau A, ça va être les postes plus des professions qui requièrent des diplômes universitaires comme médecin, dentiste, architecte, scientifique, tout ça. Niveau B, ça va être plutôt des emplois techniques. Tous les métiers spécialisés, par exemple, on va en parler tout à l'heure, tous les métiers spécialisés sont en catégorie B. C'est tout ce qui demande en général un diplôme collégial ou des formations. C'est tout ce qui est un peu professionnel, tout ce qui est dans le bâtiment, par exemple, ou la cuisine, ces choses-là. Donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de la matrice CNP. Donc, ça, c'est la matrice qui recense tous les métiers, donc toutes les catégories de métiers, et donc, par extension, tous les métiers. On la voit là à gauche. Donc, comme je dis, il y a 5 catégories, 0, A, B, C et D. Il y a une petite part de 0 qui est 0,0, comme je viens de parler. Et c'est classé par domaine de compétences. Donc, tout ce qui va commencer par 1, ça va être le domaine des affaires et des finances. 2, ça va être la science. 3, ça va être le secteur de la santé, etc. Et ce que je vous ai mis en jaune, là, le petit carré jaune, c'est tout ce qui est profession qualifiée. Donc, tout ce qui est dans le carré jaune, oui, jaunâtre, c'est les professions qualifiées. Une technique pour savoir si un métier est qualifié quand vous avez quand vous demandez à votre patron ou si vous connaissez votre code CNP de votre profession, si le deuxième chiffre est un 0, un 1, un 2 ou un 3, donc inférieur à 4, c'est un métier qualifié. Ça peut aussi, ou alors s'il commence par un 0, à ce moment-là, ce serait un niveau 0. Mais s'il commence par un 0 ou si le deuxième chiffre est inférieur à 4, c'est un emploi qualifié. Là, à titre d'exemple, j'ai pris par exemple pour voir tout ce qu'on peut apprendre sur un métier avec la CNP, avec le code CNP, j'ai pris par exemple le sous-groupe 6.3, donc c'est tous les codes qui commencent par 6.3. Donc 6, c'est le domaine de la vente. 6.3, c'est tout ce qui est personne de supervision. Et 6.3, ça peut comprendre 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.4. Et à titre d'exemple, j'ai choisi 6.3.4.1, qui est les coiffeurs. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ça. Parce que j'avais besoin d'un. Et donc, c'est tout ce qui est coiffeur et barbier.
Et si on est sur le site web et qu'on cliquait sur cette profession 6431, on verrait plein d'informations sur cette profession et notamment des exemples de titres de postes en fait, qui correspondent à ce code 6341. Donc, évidemment, on a des apprentis barbiers, des apprentis coiffeurs, des stylistes, etc., des perruquiers, par exemple. Tout ça, ça tombe sous le même code 6341. Pardon. On a aussi des exclusions. Donc, par exemple, esthéticien, ce n'est pas 6341, ce serait plutôt 6562, etc. La deuxième colonne, là au milieu, je ne sais pas si on arrive bien à lire, mais c'est toutes les fonctions principales que doit exécuter un coiffeur ou un barbier, quelqu'un qui tombe sous ce code-là. Donc, évidemment, il doit savoir, pour les coiffeurs, il doit savoir couper les cheveux, analyser les cheveux, suggérer des styles de coiffure, etc. Ça, c'est des tâches qu'on retrouve pour les gens de cette profession-là. Au niveau des conditions d'accès à la profession, donc ça c'est la troisième colonne, on voit que pour les coiffeurs, par exemple, il faut des années d'études secondaires exigées. Donc ça c'est exigé, donc il faut avoir des études, avoir fait des études secondaires, un programme d'apprentissage de coiffure, etc. Et on voit par exemple un peu plus bas, certaines provinces demandent aussi des certificats de qualification pour pouvoir exercer en tant que coiffeur au Canada, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'informations sur ces choses-là, et ça, c'est très important quand vous faites votre demande de RP plus tard. On va vous demander une lettre de votre employeur pour attester de votre expérience, et on va demander, évidemment, votre titre d'emploi, pas forcément le code CNP, mais on va vous demander le titre de l'emploi, et on va vous demander les tâches que vous avez exécutées. Donc, ça, c'est une bonne idée d'aller voir là-dessus quelles tâches vous êtes censé faire. Surtout pas copier-coller, mais voilà, vous pouvez voir les tâches que vous êtes censé faire. Un autre concept qui est très important, surtout quand on va parler maintenant de mobilité francophone, c'est ce qu'on appelle l'étude d'impact sur le marché du travail. Alors, une étude d'impact sur le marché du travail, c'est très simple, en même temps, c'est très compliqué à obtenir. L'idée, c'est que quand un employeur canadien veut embaucher un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est ni résident permanent ni canadien, il doit prouver qu'il a tenté de recruter des Canadiens et des résidents permanents, mais qu'il n'a pas trouvé, qu'il n'a trouvé personne. Et donc, il doit faire ça activement. Donc, il doit procéder à ce qu'on appelle un recrutement actif. Donc, il doit poster des annonces qui doivent rester en ligne au moins 28 jours. Il doit faire des entretiens d'embauche. Il doit vraiment faire vraiment le truc complet pour vraiment expliquer que voilà, il a essayé, mais il n'a pas trouvé de Canadien qui correspond à l'annonce. Les annonces pour ce genre de choses, pour les EIMT, sont très, très précises. On met le salaire, on met exactement… elles sont vraiment plus précises que les annonces qu'on verrait dans d'autres domaine. Quand c'est pour une EIMT, vous pouvez reconnaître tout de suite une annonce EIMT qu'une annonce normale. Et si un Canadien arrive et qui correspond à l'annonce, il n'a pas besoin d'être meilleur que la personne, que l'étranger que l'employeur veut employer. Si un Canadien arrive et qu'il correspond à l'annonce, point par point, il est de justifier qu'il ne prend pas ce Canadien, qu'il prend l'étranger. Donc voilà, une fois qu'il a fait tout ce recrutement actif, l'employeur, et qu'il n'a pas trouvé de Canadien en DRP, il peut demander l'autorisation à Emploi et Développement Social Canada, donc c'est-à-dire en gros, c'est une branche de Service Canada, d'avoir une EIMT. Donc il a ce qu'on appelle une étude d'impact sur le marché du travail positive, donc il a le droit de recruter un étranger, et cet étranger-là maintenant peut faire une demande de permis de travail. Alors le processus est super compliqué. C'est 18 pages de processus où il faut faire des business plans, il faut expliquer pourquoi on prend un étranger et que du coup, on va compenser par aider le marché canadien, etc. C'est long, ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre jusqu'à 6 mois presque. C'est incertain parce que, comme je le disais, il suffit qu'un Canadien arrive, correspondant à l'annonce, et puis ça lui corps le poste. Et c'est cher. Enfin, ça dépend des employeurs, évidemment, mais c'est relativement cher. C'est 1 000 $ pour l'employeur qui sont non remboursables. Si le IMT, par exemple, ne passe pas, c'est perdu. Voilà. Alors, évidemment, les employeurs, la plupart, cherchent à éviter ça et cherchent toujours s'il y a moyen d'avoir une exemption de IMT. Et des exemptions de IMT, il y en a beaucoup. Il y en a une cinquantaine, j'ai recherché tout à l'heure. Il y a presque 50 codes d'exemption de IMT. Les plus connus pour ceux qui connaissent, qui nous suivent un peu ici, c'est évidemment le PVT, le JP. Tout le monde ne sait pas que c'est une exemption. Tout le monde ne se rend pas compte que c'est une exemption de l'unité, mais effectivement, si vous avez un PVT ou un JP, l'employeur peut vous embaucher directement sans avoir à passer par toutes ces procédures-là. Et donc, c'est le code d'exemption. C'est souvent des codes avec un chiffre et deux lettres, une lettre et deux chiffres. Donc, le PVT, c'est C21. Il y a le C41, le C42 qui sont très connus. On voit souvent sur les forums PTO. Effectivement, c'est des permis de travail ouverts, mais il y en a un qui correspond aux époux et aux conjoints de fait de travailleurs qualifiés et un qui correspond aux époux et aux conjoints de fait d'étudiants internationaux.
Alors, pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que la mobilité francophone, c'est aussi une exemption de l'unité. C'est-à-dire que c'est la même chose. Elle a le code C16 et ça permet à l'employeur d'employer un francophone sans avoir à faire une unité, sans avoir à faire toutes ces démarches de faire des offres, de passer des annonces, etc. etc. Pour les critères d'admissibilité, il suffit d'être franc. Il faut que l'employeur veuille embaucher un francophone hors Québec dans un métier qualifié. Donc, A, B, 0, A ou B, comme on a vu tout à l'heure. Et c'est tout. Voilà. Donc, c'est très simple à avoir, c'est très facile. En ce moment, les demandes se font en ligne parce que les frontières sont fermées, etc. Donc, ça met 2-3 semaines en ce moment pour les obtenir. Donc, ce n'est pas compliqué. En tant que Français, il faut savoir que les Français, même les Belges, il y en a qui nous écoutent, sont exemptés de visa. Donc, en temps normal, hors Covid, ils peuvent même aller carrément demander le permis de travail à la frontière. Ils vont directement à la frontière. En plus, Vancouver, c'est genre une petite, même 40 minutes de la frontière. Vous pouvez aller à la frontière, demander le permis de travail directement sur place sans faire une demande en ligne, et vous pouvez l'obtenir directement. Alors, évidemment, on ne peut pas en ce moment à cause de la pandémie, mais bientôt on pourra le refaire. Donc en ce moment, c'est des demandes en ligne qui se font très rapidement. J'en ai fait récemment, je les ai toutes eues en 2-3 semaines, donc ça va très vite. Au niveau de la demande de permis de travail, comment ça se passe? C'est aussi très simple par rapport à la UNT. L'employeur va sur le portail employeur de l'IRC, il y a un portail qui est dédié à ça. Il remplit quelques questions par rapport à l'employeur, donc à la compagnie, à l'employé, le nom de l'employé, tout ça, le titre de ce que l'employé va faire, enfin quelle position, la liste des tâches, donc c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est important, la liste des tâches, etc. etc. Donc il dépose l'offre sur le portail, il va payer des frais relatifs à la conformité, donc ça va lui coûter seulement 230$, et il va obtenir un numéro. Et après, son boulot est fini. Ce numéro-là, il va le donner au travailleur étranger qui veut travailler. Et lui, il aura besoin de ce numéro sur un des formulaires pour faire sa demande de permis de travail. Et c'est tout. Et après, ce numéro va lier la demande de l'employeur au dépôt de l'annonce de l'employé. Pardon, l'inverse. La demande de l'employé au dépôt de la demande de l'employeur. Et du coup, les deux vont matcher. Et c'est comme ça qu'on les lie. Ça, c'était vraiment une façon d'obtenir un permis de travail. C'est utile pour pas mal de stratégies, par exemple, pour pouvoir rester au Canada après un PVT ou ces choses-là. Ça permet aussi d'avoir des points supplémentaires. On va en parler un peu dans notre express. Donc, c'est toujours utile d'avoir une solution qui n'est pas forcément l'ERP, mais qui est une solution, savoir qu'on a une solution de secours pour avoir un permis de travail facilement si on a besoin. Et c'est souvent très utile. Au niveau de l'accessibilité à la résidence permanente, maintenant, il y a un grand programme, évidemment, pas un programme, c'est quelque chose qui renferme 3 programmes, un grand système, disons, c'est l'entrée express, qui a été mise en place en 2015. Avant ça, il n'y avait pas d'entrée express, donc les 3 programmes existaient déjà, mais les gens faisaient leurs demandes, et évidemment, ça prenait des délais fous, parce que, on va le voir, il y a des gens qui n'étaient pas forcément éligibles, mais qui envoyaient quand même une demande, donc il fallait quand même traiter, ça prenait du temps pour rien, et ça bloquait les gens qui avaient une vraie demande. Donc l'entrée express, ça comprend 3 programmes, voire 4 si on compte les programmes provinciaux, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc, les programmes principaux, les 3 programmes principaux, c'est le programme de travailleurs qualifiés, le programme des travailleurs de métiers spécialisés et la catégorie d'expérience canadienne. La demande d'entrée express se fait en 2 étapes. J'imagine que vous connaissez. La première étape, c'est qu'on fait une déclaration d'intérêt pour la résidence permanente. On dit voilà, je suis intéressé. En gros, on crée un profil d'entrée express en disant voilà, j'ai fait ça, voici mon expérience, je suis intéressé pour demander à l'ERP. Et après ça, plus tard, on va recevoir une invitation qui est basée sur un système de points dont je vais parler tout à l'heure, qui nous permet d'obtenir une invitation à faire une demande de RP. Et à ce moment-là, on pourra faire la demande. Donc, on ne peut plus faire une demande de RP sans y avoir été invité au préalable. Avec ce système-là, en tout cas. On va voir le nouveau système qu'ils ont mis en place en ce moment, on peut le faire ça. Donc là, je vais parler des critères d'admissibilité rapidement des programmes, de ces programmes principaux. Donc, pour le programme des travailleurs qualifiés, ce qu'il faut avoir, il faut avoir beaucoup de choses. C'est peut-être plus compliqué à obtenir, mais l'avantage de ce programme-là, c'est qu'on peut demander la résidence permanente sans jamais avoir mis les pieds au Canada. Donc pour ce programme, il faut avoir une année d'expérience qualifiée, donc 0 A ou B, comme on a vu, en continu, c'est-à-dire sans interruption. Alors, ça peut être sur. Donc, si c'est à temps plein, c'est forcément sur un seul code CNP. Si c'est à temps partiel, ou ça peut être sur plusieurs codes CNP, mais toujours, le même CNP, mais dans deux boîtes différentes, par exemple, et sans trop d'interruptions. Vous finissez le vendredi, le lundi prochain, vous commencez sur l'autre boîte, il n'y a pas d'interruption, c'est en continu.
Donc, il faut obtenir une année d'expérience qualifiée en continu. L'expérience qui a été acquise pendant vos études, elle peut compter par rapport à ce qui n'est pas le cas de la CEC, on verra plus tard. Alors, au niveau des compétences linguistiques, il faut passer un test de langue, donc soit anglais, soit français, et il faut obtenir un niveau 7, donc c'est le niveau le plus élevé pour tout ce qui est programme d'immigration. Ce n'est pas le plus élevé dans l'absolu, mais c'est le plus élevé pour les programmes d'immigration, donc un niveau 7. Dans les 4 compétences, il y a lecture, écriture, compréhension orale, compréhension écrite. Donc, on ne fait pas de moyenne. Si vous avez 8, 7, 6, 6 ou même 10, on ne fait pas la moyenne. Il faut avoir 7 à les 4 notes. Si vous avez un 6, vous n'êtes pas éligible. Les tests que vous pouvez passer, il y a l'UL test général, le CELP général qui sont reconnus pour les tests anglais. Pour les tests français, c'est le TEF Canada et le TCF Canada. Donc, TEF, c'est test d'évaluation de français et TCF, c'est test, je ne sais plus, de compréhension de français, je ne sais plus. Les résultats des tests de langue sont valables 2 ans. Donc, souvent, je ne conseille pas aux gens de les faire trop tôt s'ils viennent d'arriver. Parce que beaucoup de gens pensent à l'ARP en arrivant au Canada. C'est bien. Mais passer les tests trop tôt, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux les faire quand ça va être le moment de faire l'ARP. Au niveau des études, pour ce programme-là, il faut un minimum d'un diplôme d'études secondaires. Donc, le minimum, le baccalauréat, notre baccalauréat, pas le canadien, donc pas le bachelor, le baccalauréat, le diplôme du lycée en tout cas. Si vous l'avez obtenu au Canada, si vous avez fait des études au Canada, donc n'importe quel diplôme canadien, vous pouvez l'envoyer directement. Si vous avez un diplôme étranger, donc c'est principalement le cas la plupart des gens ici sûrement, diplôme français, et ben, il faut le faire évaluer par un organisme désigné, il y en a 5, et il faut qu'il ait l'équivalent au moins du bac. Donc, ça peut être le bac, la licence, un bachelor, un master. Plus vous en avez, évidemment, mieux c'est au niveau des points, on va voir ça après. Il y a 5 organismes désignés pour faire ça, pour faire cette équivalence de diplôme. Donc, il y a WES, ce qui est plus connu, j'imagine. Il y a International Qualification Assessment Services, International Credential. Vous pouvez avoir la liste des 5 et vous voyez que c'est difficile de trouver des noms parce qu'ils sont tous à peu près le même nom. L'évaluation de diplôme, elle va à 5 ans. Donc, ça, c'est souvent un conseil que je donne aux gens qui arrivent en PVT, même avant qu'ils arrivent. Je leur dis, faites-la. Vous n'allez pas refaire des études, votre niveau d'études ne va pas changer, autant la faire. Il va être 5 ans. D'ici 5 ans, vous allez sûrement faire votre demande de RP. Ce sera toujours ça de gagner. Il n'y aura pas ça à faire plus tard. Pour ce programme-là, il faut une preuve de fond si vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada, donc vous n'avez pas encore un permis de travail, ou en tout cas une lettre d'autorisation de permis de travail, une lettre d'introduction par exemple, et que vous n'avez pas une offre valide. On va revenir plus tard pour ce que c'est une offre valide, parce que ce n'est pas juste une offre d'emploi, genre un employeur nous propose un emploi, on a une offre d'emploi, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, vous devez démontrer des fonds si vous n'avez pas une offre d'emploi valide. Là, je mets le petit tableau des fonds. Pour une personne, c'est environ 13 000 $. Pour 2 personnes, c'est environ 16 000 $, etc. Une offre d'emploi valide, comme je disais, ce n'est pas juste un employeur qui vous propose un emploi. Une offre d'emploi valide, au sens de IRC de l'immigration, c'est avoir une offre d'emploi permanente, c'est-à-dire qui est valable au moins 1 an après que vous ayez obtenu votre ERP, et une EIMT. Comme je l'ai dit, c'est super difficile à voir, surtout si on est francophone. La plupart des gens ne vont pas faire une EIMT pour les francophones parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire. L'autre possibilité, c'est d'avoir une offre d'emploi, une dispense de EIMT, donc par exemple la mobilité francophone, et 1 an d'expérience à temps plein avec l'employeur inscrit sur votre permis de travail. Ce que ça veut dire déjà, c'est que ça disqualifie les gens qui sont en PVT. Si vous êtes en PVT, vous ne pouvez pas, d'après l'IRCC, avoir une offre d'emploi valide. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à ça. Parce qu'il faut qu'il y ait un employeur écrit sur son permis de travail. Si vous avez un permis de travail ouvert, il n'y a pas d'employeur inscrit sur votre permis de travail. De facto, ça ne marche pas. Il faut être admissible au Canada, évidemment. Ça, c'est la base. Et il faut avoir l'intention de s'établir hors Québec. Comme tous les programmes que je vais présenter tout à l'heure, il faut toujours avoir. Ça marche toujours hors Québec. Le temps passe vite. Il y a un autre facteur qui est le plus important pour le travail qualifié, c'est souvent là que ça pêche. Les gens ont l'expérience, les gens ont les diplômes, les gens ont le niveau de langue. Si le travail étranger répond à tous les critères d'admissibilité qu'on vient de lister, il faut encore qu'il ait. Cette demande va être évaluée en fonction de 6 facteurs qui sont son âge, son expérience de travail, ses études, etc. Et il y a une grille de points sur 100 points. Et il faut que la personne ait au moins 67 points. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous avez le bac, vous êtes éligible, c'est bien. Mais le bac rapporte beaucoup moins de points. J'ai la liste ici. Le bac, ça rapporte 5 points, par exemple, sur les 25 points d'études, alors que, par exemple, un master, ça rapporterait 23 points. Donc, évidemment, vous avez un master, vous avez plus de chances d'avoir les 67 points et d'être éligible. Maintenant, je vais parler du programme du travailleur de métier spécialisé, qui est un peu moins connu parce que ça concerne qu'une certaine partie des travailleurs.
Pour ce programme, il faut avoir 2 ans cette fois-ci d'expérience. Ça peut être au Canada, ça peut être à l'étranger, au cours des 5 dernières années, dans un métier dit spécialisé. Alors, un métier spécialisé, qu'est-ce que c'est? C'est un métier de compétence B et qui est dans les sous-groupes 72, 73, 82, 92, 632. 632, c'est tout ce qui est chef de cuisine. 633, c'est tout ce qui est les bouchers, tout ça. 6-2, je crois que c'est les. En gros, c'est ce qu'on appellerait les artisans. C'est tout ce qui est les gens qui travaillent dans le bâtiment, plombier, carreleur, maçon, ces choses-là, qui vont se retrouver dans ces professions-là. Donc, il faut avoir 2 ans d'expérience, comme j'ai dit. Alors, je l'ai mis dans le deuxième point. Il faut seule l'expérience acquise après l'obtention des qualifications pour exercer la profession est prise en compte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent dans ces professions-là, vous avez fait de l'apprentissage pour en arriver là. Tout ce qui est en tant qu'apprenti ne marche pas. On peut compter l'expérience à partir du moment où vous êtes autonome, que vous êtes complètement diplômé et vous avez fini votre formation et vous pouvez travailler vraiment de vous-même. Au niveau de l'offre d'emploi, il faut absolument une offre d'emploi cette fois-ci pour être éligible. Donc, il faut une offre d'emploi à plein temps pour au moins 1 an ou un certificat de qualification de la province. En général, les gens qui arrivent ici avec ce programme-là n'ont pas de certification de la province parce qu'ils arrivent, ils ne sont pas encore dans la province. Donc, en général, ils ont une offre d'emploi. En matière d'études, il n'y a pas de diplôme à démontrer. Donc, il ne faut pas avoir le niveau bac, comme pour le programme que j'ai montré avant. Au niveau des compétences linguistiques, c'est un peu réduit parce que voilà, ils considèrent, sûrement à tort, que les gens n'ont pas fait de très grandes études, des gens qui sont dans cette catégorie-là, donc les niveaux de langue sont moindres. Donc, il faut un niveau 5, tout ce qui est expression écrite, et tout ce qui est oral, en fait, tout ce qui est expression orale et compréhension orale, et un niveau 4, tout ce qui est écrit, lecture et écriture. Pareil, les tests de langue sont les mêmes, sont toujours valables 2 ans. La preuve de fond, c'est la même chose. Vous devez démontrer une preuve de fond, sauf si vous êtes autorisé à travailler au Canada et si vous avez une offre d'emploi valide. Alors, on a vu qu'il faut une offre d'emploi valide pour venir, sauf qu'on peut aussi venir sans offre d'emploi et avoir un certificat de qualification. La catégorie peut-être la plus demandée d'expérience, je vois ça pour les Français, c'est la catégorie d'expérience canadienne. Donc ça, c'est les gens qui ont acquis de l'expérience au Canada. Donc les gens viennent ici en PVT ou autre chose, ils continuent sur le mobilité francophone ou avec un autre permis de travail, ou même étudiants, etc. Et pour être éligible à ce programme, pour être admissible, il faut au moins 1 année d'expérience qualifiée au Canada. Donc, cette fois-ci, c'est au Canada, au cours des 3 dernières années. Mais vous avez remarqué que ce n'est pas marqué en continu. Ça peut être complètement discontinu. Vous pouvez faire 6 mois là, 3 mois chez quelqu'un. Vous pouvez même arrêter pendant 2 mois, reprendre après. Il faut qu'il y ait en tout l'équivalent d'une année, donc 1560 heures de travail dans les 3 dernières années, dans les 3 années avant de faire la demande. Donc, ça peut être un temps plein. Donc, si vous faites un temps plein, vous comptez 30 heures maximum. Vous ne pouvez pas compter plus de 30 heures. Donc, ça fait évidemment 30 fois 52 semaines, donc ça fait 1560. Soit vous pouvez travailler à temps partiel. Là, j'ai fait un exemple à 15 heures, mais vous pouvez travailler 20 heures, 22 heures, etc. Et vous faites l'équivalent. Donc, si vous travaillez 15 heures, il va vous falloir 24 mois. Si vous travaillez 20 heures, il va falloir peut-être un peu moins. Il va falloir 22 mois, je ne sais pas. Donc, je vais dire ça. L'expérience de travail peut avoir été acquise dans une ou plusieurs professions de n'importe quelle catégorie 0 A ou B. Vous pouvez avoir un travail A, après un travail B, après même un travail 0, etc. Alors, le travail autonome, par contre, ici, est le travail acquis, l'expérience de travail acquis pendant les études à plein temps. Que si vous avez un permis d'étudiant, vous savez que vous pouvez travailler 20 heures par semaine. Cette expérience-là, elle ne sera pas prise en compte, par contre, pour la CEC, pour cette catégorie. Il n'y a pas d'exigence d'études pour être éligible. Donc, sans diplôme, vous pouvez le faire. On verra plus tard qu'évidemment, avoir un diplôme, c'est mieux pour recevoir une invitation parce qu'il y a un système de points encore dont on va parler après. Au niveau des compétences linguistiques, là, ça va dépendre de votre profession. Donc, si vous êtes dans une profession, si vous avez acquis de l'expérience dans une profession 0 ou A, on va vous demander un niveau 7 ou plus. Et si vous avez acquis de l'expérience dans une profession B, on va vous demander un niveau 5. Donc, dans les 4 catégories. Et si vous avez plusieurs niveaux, genre si vous avez fait 6 mois dans un niveau et 2 mois dans un autre, etc., ça va être basé sur l'emploi, enfin, le niveau de l'emploi où vous avez été le plus. Donc, si vous avez 6 mois dans une catégorie A, 3 mois en B et encore 3 mois dans un autre B, ça va être celui de 6 mois qui va compter. Pareil, être admissible au Canada, s'installer hors Québec, ça c'est la base. Je fais un petit tableau récapitulatif. Donc, vous avez 3 programmes là. Donc, au niveau de l'expérience de travail, il faut toujours avoir une expérience de travail qualifiée, quoi qu'il arrive. Pour la CEC, il faut qu'elle soit au Canada. Au niveau du programme de travail qualifié, il faut 1 an en continu.
À CEC, c'est 1 an, pas forcément continu. Le métier spécialisé, c'est 2 ans dans les 5 dernières années. Au niveau des études, il n'y a que le programme de travail qualifié qui demande d'avoir au moins le bac. Les compétences linguistiques, ben voilà, vous voyez le tableau. Pour l'offre d'emploi, elle est requise uniquement pour les travailleurs spécialisés s'ils n'ont pas de certificat de qualification. Elle est non requise sinon, mais évidemment, c'est une offre d'emploi valide. On a plus de chances d'obtenir une invitation pour l'ARP parce que ça donne des points, je vais en parler après aussi. Voilà. Donc maintenant qu'on a tous ces critères-là, on est admissible à un des programmes, peu importe lequel. Souvent, c'est la CEC, mais ça peut être n'importe quel programme. Donc, on est à ce niveau-là, on a fait notre profil et on est maintenant dans le bassin d'entrée express avec un certain nombre de points qui sont basés sur notre âge, notre expérience professionnelle, nos compétences linguistiques, etc. etc. Et là, maintenant, on attend, on va être à l'étape où on va recevoir une invitation. Et cette invitation, on la reçoit en fonction justement de nos points et en fonction du nombre de points. Quand vous rentrez dans le bassin, vous êtes en compétition avec tous les gens qui sont dans le bassin. Donc, il y en a des meilleurs que vous, il y en a des moins bons que vous en termes de points, en tout cas. Et tous les 2 semaines à peu près, le ministère invite comme ça 4 000, 5 000 personnes qui prennent évidemment les 5 000 premiers. Donc, si vous êtes dans les 6 000 après, donc pas de chance, mais après vous allez remonter forcément. Voilà. Et donc après, vous obtenez votre invitation, vous faites votre demande en ligne. Maintenant, on va regarder le système de points, comment ça fonctionne. Donc là, on part du principe que vous êtes éligible. Vous avez déjà, le fait d'être éligible, vous avez déjà un certain nombre de points, forcément, parce que rien qu'avec votre âge, vous avez des points, etc. Le système de points, il est basé sur 4 facteurs. Il y a les facteurs humains, où là encore, c'est divisé par plusieurs catégories. Donc là, les facteurs humains, c'est l'âge, le niveau de scolarité, la maîtrise de la langue et l'expérience au Canada. Donc là, c'est au Canada. Ça, c'est les points maximum que vous pouvez avoir. Alors, à gauche, c'est quand vous avez un conjoint, vous perdez un peu de points quand vous avez un conjoint, et quand vous n'avez pas de conjoint, vous avez la totalité des points. Donc, le maximum que vous pouvez obtenir, c'est 110 points. 110 points, je mes fiches ici, 110 points, ça correspond à quelqu'un qui aura entre 20 et 29 ans. À partir de 30 ans, vous commencez à perdre 5 points par an. Donc, 30 ans, c'est 99, 32 ans, c'est 95, 94, etc. Niveau de scolarité, c'est 150. Moi, je prends toujours la colonne de droite. Je ne considère pas que vous avez un conjoint, parce qu'on va en parler après. Donc, le maximum que vous pouvez avoir en niveau de scolarité, c'est 150 points. C'est comme si vous avez un doctorat. Un master, par exemple, c'est 135 points, etc. etc. Maîtrise d'une langue officielle, donc là, le maximum, c'est 160 points. Parce que dedans, je suis en train de regarder, que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a la langue, il y a la première langue jusqu'à 136 et il y a la deuxième langue sur 124, donc ça fait 160. Bon, ça, c'est le maximum que vous pouvez avoir. Et l'expérience de travail au Canada, c'est 80 points et c'est à partir de 5 ans et plus. Si vous avez 6 ans d'expérience, ça revient au même. C'est toujours pareil. Donc 1 an, ce sera 40 points, 2 ans, ce sera 53 points, etc. Les 40 points dont je parlais que vous pouvez perdre ici, donc avec si vous avez marié ou si vous avez un conjoint qui vous accompagne sur la demande, ils peuvent être récupérés ici. Souvent, ça ne vaut pas le coup parce que, évidemment, pour le niveau de scolarité, si vous avez un diplôme étranger, il va falloir faire ce qu'on a dit, une étude comparative. Donc, évidemment, ça se paye. Et du coup, pour récupérer 10 points, souvent, ça ne vaut pas le coup. Parce que en plus, si vous avez un petit diplôme, si vous avez le bac, ça ne sert à rien de le faire évaluer parce que le bac, ça va rapporter quoi? Ça va rapporter 2 points. Est-ce que ça vaut le coup de payer 250 $ pour 2 points? Pas sûr. La maîtrise de la langue officielle, c'est pareil. Est-ce que ça vaut le coup de faire un test de langue pour 20 points? Même si vous avez le maximum, c'est 20 points. L'expérience de travail, bon, ça, il n'y a pas besoin de faire évaluer. Donc, ça peut être des points un peu, disons, gratuits, mais une année d'études, une année d'expérience au Canada, c'est 5 points. Donc, pour avoir les 10 points, c'est 5 ans en plus. Ouais, un autre critère, donc le critère C, donc je reviens ici. Donc, si on fait la somme de A et B de tous les critères, là, on peut avoir 500 points maximum. Un candidat pourrait avoir 500 points maximum. Maintenant, il y a un autre critère qui est lié à ce qu'ils appellent la transférabilité des compétences. Alors, c'est un gros mot pour dire, en gros, on va checker 2 facteurs ensemble. Donc, par exemple, la première ligne, on va regarder votre compétence linguistique et vos diplômes. Par exemple, quelqu'un qui aurait un master et un niveau 7 ou 8 en langue aurait 25 points. Quelqu'un qui aurait un master et un niveau 9 ou plus en langue aurait 50 points. Pareil ici, quelqu'un qui aurait de l'expérience au Canada et un diplôme, donc par exemple, 1 an d'expérience au Canada plus un diplôme, ça fait 25 points. 3 ans d'expérience au Canada plus un diplôme, ça fait 50 points, etc. Et là, c'est pareil. Ici, dans l'expérience de travail étranger, on va mettre en compétition votre compétence linguistique et votre expérience à l'étranger, et aussi votre expérience au Canada et votre expérience à l'étranger. Si vous avez 50 points dans tous, c'est ce qui est possible,
Admettons, vous avez un master, vous avez 9 en langue, vous avez plein d'expériences canadiennes, etc. Vous pourriez avoir 200 points là. Mais le maximum, c'est capé à 100 points. Donc, même si vous avez 50 ou 50 ici, le maximum, c'est 50. Vous ne voyez pas du tout ma souris, en fait, je fais n'importe quoi. Mais dans ce qui est scolarité, on peut avoir 50 et 50, mais vous n'aurez que 50 points, parce que c'est maximum 50. Et en total, en tout, dans la catégorie C, vous pouvez avoir 100 points maximum. Vous pouvez avoir 50 points de bonus si vous avez un certificat de compétence d'une province, par exemple pour les métiers spécialisés, justement. Donc en tout, entre A, B et C, là, on est à 600 points. Tout le reste, après, c'est des points de bonus. C'est pour ça que quand on voit les tirages, souvent les tirages sont inférieurs à 600 points, sauf quand ils sont provinciaux. Aujourd'hui, il y a un tirage d'ailleurs à 752, je crois, qui était au-dessus de 600, donc c'est parce que c'était des tirages de gens qui étaient invités par la province. On va le voir ici. La dernière ligne ici dans le tableau, c'est désignation d'un candidat, désignation comme candidat d'une province. Si vous êtes sponsorisé par la province, j'en parle pas aujourd'hui parce que c'est compliqué, on pourrait faire un webinaire juste sur ça, c'est vraiment long. Vous avez 600 points de bonus, donc vous pourriez techniquement être noté sur 1200. Là, il y a plusieurs facteurs. Vous pouvez avoir 15 points de bonus, par exemple, si vous avez un frère et une soeur qui vivent au Canada, qui sont citoyens en résident permanent. Là, j'ai mis une petite flèche pour justement montrer que là, l'importance du français, quand vous êtes français, vous pouvez avoir un bonus de points de 25 points si vous avez un niveau 7 ou plus en langue. Et en fait, ils auraient dû mettre bilinguisme ici, parce que si on a 7 ou plus en français, on a 25 points. Si on a 7 ou plus en français et au moins 5 en anglais, donc les deux langues, il faut passer les deux tests de langue, on a 50 points, donc 25 points de plus. Si vous avez fait des études au Canada, vous avez 30 points. L'emploi réservé ici, c'est ce dont on parlait avec l'offre d'emploi valide. Si vous avez une offre d'emploi valide, alors là, ils ont mis 200 points, mais il faudrait faire le détail. 200 points, en fait, je n'ai jamais vu moi. 200 points, c'est pour les travailleurs de catégorie 0-0 dont on parlait au début. Si vous êtes 0 A ou B, ce sera 50 points. Voilà. Et ça, c'est donc après, vous avez un certain nombre de points, vous êtes invité, vous êtes dans le bassin, et si vous avez le ministère dit voilà, on va inviter 6000 personnes, ils prennent les 6000 premiers, le 6000e, ils regardent le score du 6000e, donc c'est 450. Si vous avez mieux que ce score-là, c'est-à-dire que vous êtes dans les 6000 premiers, forcément, vous allez être invité. Là, je vous ai mis les points de tirage qu'il y a eu récemment. Donc, avant la pandémie, donc entre avril 2019 et janvier 2020, donc le temps va vers le haut. Vous voyez que les points étaient assez. Parce que quand vous voyez aucun programme spécifié, ça veut dire que les 3 programmes dont j'ai parlé sont fair game. Ça veut dire qu'on peut être invité, qui sont les candidats des 3 programmes. Donc, n'importe quel programme, on peut être invité. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est les gens qui sont éligibles au programme des travailleurs qualifiés qui tirent la bourre un peu, parce que c'est souvent eux qui ont les meilleurs diplômes, etc. Donc, c'est eux qui mènent la danse, en fait, qui sont les mieux placés. Et c'est pour ça que vous voyez les points qui ne descendent pas beaucoup. C'est toujours aux alentours de 470, 475. On a des exceptions ici à 357, justement, c'est les tirages spécifiques pour les travailleurs de métiers spécialisés, parce que, comme j'ai dit, ils n'ont pas des grands diplômes, donc souvent, ils ont des points inférieurs, donc ils ont un tirage spécial pour eux. Donc les 357. Et si on regarde à droite, pendant la pandémie, on voit que avant janvier, il n'y a donc eu aussi aucun programme spécifié, etc. Donc on a vu que les scores étaient toujours autour de 471, 475 en moyenne. À partir de janvier, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont décidé, comme les frontières sont fermées, de ne prendre que. Ils l'ont fait aussi l'été dernier, mais là, ils l'ont refait depuis janvier, de ne prendre que les gens qui sont sur le sol canadien. Et donc, leur idée, c'est de dire que voilà, les gens qui sont éligibles à la catégorie d'expérience canadienne ont d'expérience canadienne, donc ils vont forcément au Canada, ce qui n'est pas le cas. On peut très bien avoir de l'expérience canadienne et être reparti en France. Bon. Mais la majorité des gens sont au Canada. Et en faisant ça, vous voyez que du coup, on exclut les gens qui sont du programme des travailleurs qualifiés, donc les gens qui sont souvent assez diplômés, qui sont le haut du panier. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les points, forcément, mathématiquement, ils descendent tout le temps. On est parti 461, après 454. Alors, le tirage du 13 février, c'est un tirage spécial parce que là, ils ont invité vraiment tout le monde, 27 000 personnes, vous voyez, étaient à 75, donc ils ont invité tout le monde. Mais sinon, 449, et voilà, jusqu'à le dernier tirage, c'était 400. Moi, je prédis que celui que demain, il y en aura un, et demain, il va être à 385. Voilà. Notez bien, Sébastien l'a dit. On verra. Et non, mais notez pas, c'est une blague. Mais il sera dans ces eaux-là. Parce que voilà, si vous regardez les points, on a systématiquement descendu de à peu près 15 points en moyenne, donc si on enlève 15 points à 400. Et aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aussi gonflé le nombre de gens depuis la pandémie, parce qu'ils veulent toujours des immigrés, ils ont toujours besoin de travailleurs. Donc, si vous regardez avant la pandémie, les tirages étaient tournés autour de 3600 personnes invitées. Et là, maintenant, même depuis avril, on a vraiment augmenté fort. Parce qu'avant, sur record à 27 000, là, 5 000, c'est le record.
Et maintenant, on est à 6 000. Les 2 derniers tirages étaient à 6 000. Le prochain sera peut-être à 6 000 encore. Donc, ils veulent vraiment des gens. Donc, c'est le bon moment pour tenter le coup, parce que même avec des scores assez faibles, 385, le prochain peut-être, ça peut passer. Ça, c'est l'état du bassin en ce moment, enfin au 26 avril. Pardon. Et là, ils en sont ici à peu près. Le dernier tirage, comme j'ai dit, était à 400 points. Donc là, on est rentré dans la catégorie des 351 à 400. Et vous voyez, il y avait 57 000 personnes qui attendaient d'être invitées dans cette zone de points. Voilà. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je me dépêche sur le programme. Je vais faire un webinaire entier de 3 heures sur ce truc-là. Je vais le faire en 3 minutes. Donc, OK. Depuis le 6 mai, il y a un nouveau programme qui a été mis en place par le ministère et qui, justement, vraiment veut faire en sorte, voilà, ils se sont dit, voilà, on a besoin de gens, on ne peut pas venir des gens à l'extérieur parce que pour l'instant c'est fermé, on va miser sur les forces vives du Canada, les gens qui travaillent au Canada et qui ont travaillé pendant la pandémie, qui ont acquis de l'expérience, etc. Donc ils ont mis en place un programme qui sera temporaire, qui est du 6 mai au 5 novembre, en fait 5 novembre c'est fini, donc dépêchez-vous. C'est un programme où il y a 2, disons, volets principaux. Il y a un programme pour les étudiants fraîchement diplômés, donc les gens qui ont obtenu un diplôme au Canada récemment, avant janvier 2017, et des travailleurs essentiels, en tout cas d'une profession qui a été jugée essentielle, donc il y a une liste de professions, etc. On va en parler tout à l'heure. Et ils ont mis des quotas. Donc il y a 40 000 personnes qui peuvent prétendre à la voie étudiante, et il y a 50 000 personnes qui peuvent prétendre à la voie des travailleurs essentiels. Il y a plusieurs volets, on va en parler. Il y a le volet A pour les travailleurs de la santé, donc il y a 20 000 personnes là. Et les volets B, c'est pour les autres travailleurs. Il y a 30 000 demandes. Mais tout ça, nous, on s'en fiche parce qu'il n'y a aucun quota pour les francophones. C'est vraiment le bon moment pour les francophones de faire une demande de RP si vous êtes dans ces catégories-là. Donc, il manque il manque un mot. Il manque 2 mots. Il y avait marqué étudiant fraîchement diplômé à côté. Bon, d'accord. Donc, à gauche, il y a les critères de décidés pour le volet étudiant et à droite, c'est pour le volet travailleur essentiel. Donc, à gauche, il faut avoir, comme je l'ai dit, avoir été diplômé d'un établissement canadien reconnu, donc désigné, après janvier 2017, donc dans les 4 dernières années. Il faut avoir fait un cursus de minimum 2 ans d'études postsecondaires ou 2 fois 1 an, ou alors si vous avez obtenu un diplôme assez élevé, genre un bachelor, un master ou un doctorat, 1 an, 8 mois. Au niveau de la langue, au niveau des tests de langue, il faut aussi passer un test de langue, il faut démontrer un niveau 5 ou plus. Alors ça, c'est la nouveauté par rapport aux autres programmes dont j'ai parlé. Je n'en ai pas parlé parce que justement, ce n'était pas le cas. Mais ici, comme encore une fois, ils veulent privilégier les gens qui travaillent au Canada, il faut absolument travailler au Canada au moment de faire la demande. Pas seulement être présent au Canada ou avoir travaillé, il faut travailler au Canada au moment de faire la demande. Et il faut être présent physiquement au Canada au moment de faire la demande, donc forcément parce qu'on y travaille, mais aussi de la recevoir. Et on ne sait pas à l'heure actuelle combien de temps ça va durer, donc il faut trouver un système pour essayer de maintenir son statut. Donc peut-être le motif francophone, ça peut être une bonne idée, par exemple, comme je parlais tout à l'heure, parce qu'il faudra être présent légalement, donc avoir l'autorisation d'être sur le territoire au moment où votre demande de RP sera approuvée. Pour les travailleurs essentiels, c'est la même chose, ces conditions-là. Il faut travailler au Canada, il faut être physiquement présent au Canada et travailler au moment de la demande, et être présent au Canada, pas forcément travailler, mais être présent au Canada quand elle va être approuvée. Pour les travailleurs essentiels, il va falloir avoir acquis 1 an d'expérience à plein temps ou l'équivalent temps partiel dans les 3 dernières années, donc un peu comme la CEC tout à l'heure, mais dans un métier de la liste des métiers jugés essentiels, on va en parler tout à l'heure. Pas de travail autonome, ça ne compte pas, sauf certains médecins qui sont payés à l'acte. Il faut obtenir. Alors, au moment de faire la demande, il faut travailler, comme j'ai dit. Ça peut être un emploi quelconque. Vous pouvez avoir accumulé votre emploi dans un emploi essentiel. Au moment où vous travaillez, vous pouvez faire n'importe quel emploi. Mais il faut travailler. Et cette fois-ci, par rapport à la CEC, la grande différence, c'est l'expérience acquise pendant vos études compte. Et ça, c'est très important par rapport, c'est très intéressant par rapport aux étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent travailler 20 heures avec leur permis d'étudiant. Et du coup, ils font des petits boulots, genre caissier, c'est dans la liste, ils peuvent faire caissier pendant 2 ans pendant leurs études, et cette expérience, elle va compter. Donc, du coup, ils peuvent appliquer, eux, en tant qu'étudiants, mais aussi en tant que travailleurs essentiels. Oups. Je dépasse. Donc, très vite, pour la voie d'accès à la résidence permanente par rapport aux travailleurs essentiels, comme j'ai dit, il y a 2 volets. Le volet A et le volet B. Le volet A, c'est les travailleurs de la santé. Le volet B, c'est les travailleurs des autres, qui sont dans une liste prédéterminée. Si on choisit d'être volet A, parce que quand vous allez faire la demande, on va vous demander de choisir quel volet vous voulez prendre. Si vous choisissez le volet A, vous pouvez prendre que du volet A. Vous pouvez avoir plusieurs expériences, mais que dans des
40 emplois du volet A. Dans le volet B, il y a 95 professions, on va les voir après. Vous pouvez mixer. Vous pouvez dire, voilà, je veux être volet B, mais vous pouvez mixer des A et des B. Donc l'annexe A et l'annexe B. L'annexe A, c'est tout ce qui est, j'ai dit, profession de santé. Donc c'est tout ce qui est, si vous vous rappelez de la matrice, c'est-à-dire tout ce qui est groupe 3. Donc tout ce qui commence par 3, sauf ce qui est vétérinaire, tout ce qui est soins animaliers. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas moi qui fais la liste. Et ce qui est intéressant ici de voir, c'est que ces métiers sont ouverts aussi aux catégories C et même D, alors que l'entrée express était ouvert que de catégorie 0, A ou B, que les métiers qualifiés. Là, il y a des métiers qui ne sont pas qualifiés, comme caissier, voilà, plein de professions comme ça. Donc, ce n'est pas des professions qu'on a l'habitude de voir à ce niveau-là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour beaucoup. Au niveau de l'annexe B, donc là, je dis, il y a beaucoup, plus de la moitié des professions qui sont dans l'annexe B. Il y a 95 groupes de base, 85 codes CNP. Il y en a plus de la moitié qui sont C et D. Donc ça, c'est intéressant. Et encore une fois, comme je dis, il n'y a pas de limite. Donc là, j'ai mis un peu les NOC vite fait. Donc tous les NOC qui commencent par, vous avez la liste classique, 66, 72, 74, etc. Tous ceux-là sont admissibles. La liste est, je n'ai pas mis le lien, la liste est sur le site du gouvernement, vous pouvez le trouver. Il y a 135 professions en tout, donc 40 dans l'annexe A et 95 dans l'annexe B. Ce n'est pas des professions, c'est des groupes CNP. Comme on a vu dans la matrice, un NOC, enfin un code CNP, ça peut correspondre à plusieurs professions. Il y en a par exemple les 74 quelque chose, c'est des vrais fourre-tout. Il y a des listes où il y a vraiment beaucoup d'emplois là-dedans. Je me dépêche. Il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce qu'il faut choisir quand on est éligible aux deux programmes, la CEC, parce que comme je dis, dans ce programme-là, il y a aussi des métiers qualifiés. Donc, par exemple, je reviens en arrière, si vous êtes, j'en choisis un là, si vous êtes 6331, qui est boucher, si vous êtes boucher, 6331, vous pouvez être éligible à la CEC si vous avez une expérience au Canada, ou à ce programme-là. Ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de votre score. En général, si vous êtes boucher, votre score entrée express ne va pas être terrible, à cause forcément des diplômes et choses comme ça. Donc, c'est bien peut-être de passer à l'autre. Il y a aussi des choses, il y a aussi des trucs qu'il faut prendre en compte, c'est que la CEC, l'expérience, l'entrée express, c'est bien connu. C'est un programme qui est bien rodé. Ce nouveau programme, il a l'air de bien fonctionner. Pour l'instant, il n'y a pas eu de crash. Je suis vraiment étonné. Ça se passe super bien. Donc, j'aurais peut-être dû enlever instable. Mais en tout cas, on ne connaît pas encore le temps que ça va mettre, etc. Il est un peu moins cher ce programme-là parce que ce n'est pas un programme économique à proprement parler, donc il fait à peu près $300 de moins par personne. Il n'y a pas de système de points, comme je l'ai dit, donc peu importe si vous avez des diplômes, etc. Voilà. Le traitement, on ne sait pas encore. C'est ouvert à plusieurs CNP, donc même des CNP non qualifiés. La grosse différence avec l'entrée express, c'est que vous mettez pas, il n'y a pas de bassin et vous attendez d'être invité. Quand vous mettez sur le portail, vous allez directement faire votre demande de RP, directement. Le jour où vous mettez dans le bassin, c'est le jour où vous faites votre demande. Mais il y a une obligation d'être à l'emploi quand vous faites la demande et d'être présent sur le seul Canadien que vous la recevez. Et la plus grosse difficulté, donc justement, c'est que comme il faut être présent au Canada légalement, c'est qu'il va falloir maintenir votre statut. Et la grosse différence par rapport à l'AOC, c'est qu'il n'y a pas de, pour l'instant, en tout cas, ils sont en train de travailler sur quelque chose, mais il n'y a pas de permis de travail transitoire comme il y aurait sur CEC. Quand votre permis va expirer, vous pouvez demander un permis de travail ouvert transitoire qui vous permet de rester jusque-là. Pour l'instant, avec nos programmes, il n'y a pas de ça. C'est compliqué parce que légalement, ils ne peuvent pas le faire parce que c'est un programme non économique, mais ils peuvent faire quelque chose. Je pense qu'ils vont faire une espèce de permis transitoire fermé pour le coup, mais ils y travaillent en tout cas. Vite fait, le portail, ça ressemble à ça quand vous voulez faire votre demande sur ce nouveau portail. Ils vont vous créer un compte sur un portail vraiment dédié. Ce n'est pas votre compte MyCIC comme pour quasiment toutes les demandes entrée express ou permis de travail. C'est un portail dédié, donc il faut le créer, il faut créer un compte, etc. Une fois que vous l'avez créé, c'est très très simple. C'est juste en gros une page où il faut uploader des documents, des formulaires. Vous voyez au niveau des quotas, là, j'ai mis en haut, il y a 20 000 personnes. Donc, ça, c'est les quotas qu'il y avait. Et vous voyez, en moins de 24 heures, le quota des étudiants, on s'en doutait un peu, a été atteint. Donc, il n'y a plus d'étudiants non francophones qui peuvent appliquer par ce programme. Et nous, les francophones, comme je l'ai dit, on est illimité, il n'y a pas de quota, c'est open bar. Vous voyez, là, les gens prennent bien leur temps. Ouais, il y en a moins aussi, c'est pour ça. Là, les nombres, c'est vraiment petit. Il y a 109, 192, 15. Donc, on prend notre temps. On a jusqu'à novembre pour faire nos demandes, donc tranquille. Voilà, donc la conclusion, écrit en gros, c'est qu'il y a rarement eu un moment aussi facile et aussi pour appliquer, pour demander d'immigrer durablement au Canada pour les Français. Parce qu'il y a plein d'avantages à être francophone. On l'a vu, le mode francophone, les plus de points pour les francophones. L'idée du Canada, c'est qu'il veut vraiment obtenir plus de 4% de francophones hors Québec d'ici 2023.
on en est encore loin, on en est à 2.9, je crois. Donc voilà, c'est vraiment être français en ce moment, ou francophone en tout cas, ça facilite beaucoup l'accès à l'ERP. Il y a plusieurs programmes. Juste avant de finir, mon petit cheval de bataille, parce que je lutte beaucoup pour ça, même quand je n'étais pas encore moi-même consultant en immigration, mais encore plus depuis que je le suis, parce que maintenant je peux le faire officiellement, c'est tout ce qui est ghost busting et tout ce qui est prévention. Il y a beaucoup, beaucoup de ghost consultants, de gens qui vont venir vous voir. Je vois encore plein de gens qui. Genre, hier, j'ai encore quelqu'un qui a fait payer 5 000 $ pour un PVT. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Encore une fois, c'est moi qui vous le dis, alors que je suis consultant et que je perds du business peut-être, mais vous n'êtes jamais, jamais obligé de passer par un consultant pour faire une demande soit de RP, soit de permis de travail. Jamais. Vous pouvez le faire vous-même. Vous n'êtes jamais obligé de passer par un consultant. Mais si vous le faites, s'il vous plaît, vérifiez toujours qu'il est inscrit sur le registre. Il y a un registre public du Conseil de régulation des consultants en migration. Il manque un espace à consultant. Donc, allez sur le registre, vérifiez que le nom de la personne y est. Vérifiez surtout qu'il est en ce qu'on appelle en good standing. Donc, il peut y être, mais il peut être l'objet d'une plainte, par exemple. Voilà, vérifiez qu'il est sur le registre déjà 1 et qu'il est voilà, en good standing. J'essaie de dire que j'y suis. Donc, allez-y. Et dernier message, on est quand même là pour ça aussi. Je voulais vous rappeler des dates importantes qui sont à partir du 21 mai. Vous pourrez voter pour élire vos conseillers des Français de l'étranger. C'est très, très important. Je suis sûr que la majorité d'entre vous ne savent pas qui sont les conseillers des Français de l'étranger à l'heure actuelle pour la région de Vancouver. Donc, voilà, c'est très important. Il faut savoir que même si c'est une élection à l'étranger, enfin, des étrangers français, ça reste une élection locale. Les personnes que vous allez lire, en tout cas la liste que vous allez lire, c'est des gens qui sont vos représentants directs. Ils sont vraiment, vous pouvez les approcher, sauf moi maintenant parce que je suis cause du pays, mais vous pouvez approcher les gens, vous pouvez leur poser vos questions. On a une relation directe avec vous. C'est vraiment une élection vraiment locale. C'est des gens qui vous représentent. C'est les gens qui vous représentent le mieux. Voilà. Après ça, il y avait peut-être les députés, etc. Mais c'est très important de voter. Évidemment, j'ai un cheval dans la course. Moi, je suis sur la liste, vous avez compris, je suis sur la liste SFE. Donc, évidemment, votez pour nous si vous votez. Mais si vous ne votez pas pour nous, encore une fois, ce n'est pas grave. Mais il faut absolument voter. C'est très important. Il ne faut surtout pas manquer cette chance parce que voilà, il y a plein de gens qui vont voter. Voilà, perdez pas l'occasion de faire entendre votre voix et que voilà, les autres le font entendre pour vous et après, désolé quoi. Nous, on préfère perdre avec une élection. On préfère gagner une élection, en vrai. On préfère perdre une élection avec un nombre significatif de voix que de la perdre, que de la gagner avec très peu de voix. Moi, je préfère qu'il y ait beaucoup de gens qui votent. Voilà. Donc là, il y a l'équipe en bas. Je vous ai mis, voilà, il y a William que vous avez entendu parler tout à l'heure et que vous allez entendre parler juste après moi. Et puis la liste, voilà, on est 7 sur la liste. C'est une liste, comme l'a dit William, dynamique, jeune, beau. Voilà. Et on essaiera de vous apporter plus de réponses possibles. Voilà, c'est au webinaire. Il y aura d'autres webinaires, comme a dit William, sur d'autres sujets aussi intéressants que ça, qui vous touchent de près ou de loin. Donc voilà, votez. Votez pour qui vous voulez, mais votez. C'est important. Et là, je laisse la parole à William. C'est pour moi. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Bastien. Quand on avait dit que tu étais un expert, c'est vraiment le cas. Vraiment pour les personnes, regardez un petit peu le chat box. C'est vraiment, vraiment simple, surtout avec toutes les nouvelles règles. J'ai adoré personnellement la fin, surtout quand tu as dit ça n'a jamais été aussi simple pour les Français d'avoir accès à la résidence permanente et d'immigrer de manière générale. Ça, c'est génial. Ça donnait d'espoir à beaucoup d'entre nous, finalement. Et du coup, et merci pour tes mots à travers la SFE, parce qu'effectivement, l'une de nos missions communes, parce qu'on est ensemble dans cette aventure, c'est d'apporter aux Français, les Français d'ici, vraiment une chance d'avoir accès à ces informations. Aujourd'hui, c'est l'immigration. Demain, ça sera la retraite. Après-demain, ça sera l'éducation pour les enfants, pour les adultes. Donc, on est là pour vous. Moi, je te remercie 1000 fois, Sébastien, d'avoir pris le temps, d'avoir mis en place cette présentation vraiment géniale et d'avoir pris 1 heure dans ton agenda. Voilà, donc suivez Sébastien. Sébastien est certifié
Immigration Canada. Il est membre de l'ICRC, donc c'est un professionnel. C'est la compagnie Up North. Si vous ne le connaissez pas, allez-y. Vous pouvez vraiment avoir des meetings plus un à un pour répondre à des questions qui sont plus personnelles, du cas par cas. Aujourd'hui, ce n'était pas l'objectif de faire du cas par cas. Aujourd'hui, on parle de qualification, des nouveaux programmes. Donc, n'hésitez pas à contacter Sébastien en cas par cas et qu'il puisse éventuellement vous aider parce que c'est son métier aujourd'hui. C'est ton métier, officiellement. Merci à tous. Et encore une fois, comme l'a dit Sébastien, est-ce que tu veux que je prenne des questions peut-être ou... Eh ben, si tu as du temps, si tu as encore 5 minutes. Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup là, donc je peux les prendre. On a 6 questions dans le Q&A. Tu y as accès, je suppose? Oui, je les vois. Non. Je vais les lire pour les gens qui ne peuvent pas les voir. Est-ce vrai qu'un employeur ne peut pas embaucher 2 immigrants en AMF? Non, c'est faux. Il y a des boîtes qui tournent qu'avec des immigrants qui sont en AMF d'ailleurs. Et même l'inverse, j'ai des employeurs qui ne connaissaient pas du tout et qui maintenant, il faut leur expliquer parce que c'est un truc assez récent. Comme j'ai dit, c'est 2016, donc il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore. De moins en moins quand même. Mais j'ai des employeurs qui reviennent maintenant me voir parce que moi, je ne suis pas recrutement du tout, mais ils pensent que je fais recrutement et qu'ils veulent absolument maintenant embaucher que des francophones parce que c'est beaucoup plus facile pour eux, beaucoup moins cher, etc. Donc, le reste de la question, c'est si c'est le cas, comment peut se passer le relais? Ce n'est pas le cas parce qu'on peut embaucher plus d'un francophone avec l'AMF. Donc, voilà. Est-ce que l'employeur peut ouvrir une offre d'emploi pour le nouvel immigrant alors que les futurs... Encore une fois, on peut faire les deux en même temps, donc ce n'est pas un problème. Est-ce que la demande... Ok, donc il n'y a pas tout le reste des questions, il n'y a pas lieu. C'est effectivement, on peut embaucher plus d'un d'employés en mobilité francophone. Est-ce qu'on peut faire la demande de permis C16, donc mobilité francophone, depuis le Québec avec des projets de déménager? Oui, on peut, bien sûr. On peut même faire la demande d'entrée express, de RP, tout ce que j'ai fait, on peut le faire depuis le Québec. Par contre, évidemment, il va falloir démontrer sérieusement l'intention de partir du Québec. Voilà. Est-ce qu'un emploi en télétravail est possible et donc reste que... Non, il faut avoir 0 lien avec le Québec, c'est-à-dire ni y vivre, ni y travailler. Pour la demande de permis C16, vous dites qu'il faut vivre et travailler au Québec, c'est ce que je viens de dire, mais il semble que des personnes en rétablissement de statut sont admissibles. Non. Alors, ça, c'est... Je ne vois pas le rapport avec le Québec, mais oui, les personnes en rétablissement de statut sont admissibles à la mobilité francophone. En fait, le rétablissement de statut, c'est quand on perd son statut, quand notre permis de travail arrive à terme et qu'on n'a pas fait d'autres demandes, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé un statut de visiteur avant que son permis expire ou on n'a pas demandé un autre permis de travail avant que son statut expire. Donc, on n'a rien d'autre. On a encore 90 jours. En ce moment, c'est un peu plus parce qu'il y a une loi qui est passée pour prolonger un peu. Mais en gros, on a 90 jours donc, où on peut encore rester au Canada et on peut rétablir son statut. C'est-à-dire qu'on peut demander, admettons, dans ces 90 jours-là, vous obtenez une offre d'emploi qualifiée hors Québec, vous pouvez demander à la mobilité francophone en même temps que le rétablissement de statut. Donc, ça va coûter plus cher parce qu'il faut, en plus de la demande de permis de travail qui coûte 155 $, il faut en plus payer le rétablissement de statut qui, lui, coûte 200 $. Donc, ça fait des frais en plus, mais évidemment, c'est tout à fait possible. Et voilà, je ne vois pas le rapport avec le Québec, mais voilà. Bonjour, a priori, la réponse est négative, mais au cas où, le TOEFL est-il accepté la réponse est négative. Donc, il n'y a que 2 tests de langue qui sont acceptés pour l'immigration en anglais, c'est le CELPIP et le IELTS. Hello, pour les tirages entrée express, je remarque que depuis le 23 décembre, il y a uniquement des tirages sur catégorie professionnelle des provinces et catégorie d'expérience canadienne. Y aura-t-il de nouveaux tirages? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où les frontières ont fermé, enfin, ils en ont refait après l'été, mais là, maintenant, ils ont vraiment, pour l'instant, pris la décision de ne plus prendre de gens de l'extérieur, et c'est-à-dire, c'est aussi pour ça qu'ils ont créé le nouveau programme pour prendre les gens qui sont au Canada. Et donc, je ne pense pas que dans un futur proche, de quelques mois en tout cas, ils vont faire des tirages travailleurs qualifiés pour cette raison-là. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il n'y a plus que des tirages de gens qui sont candidats des provinces ou à l'expérience canadienne. Bonjour, je vais faire un AEC maintenance aéronef à Montréal pendant 15 mois à compter de septembre. Je sais qu'au Québec, j'aurai le droit de travailler 15 mois via un permis post-diplôme. Est-ce que c'est valable au Québec? Ah oui, le permis post-diplôme est valable au Québec. Il sera sûrement plus de 15 mois d'ailleurs, parce que à partir de 2, enfin non, oui, il sera d'1 an sûrement. Mais oui, dans tous les cas, permis post-diplôme, vous pouvez travailler où vous voulez, c'est un permis de travail ouvert. Puis après ce diplôme, venir en Ontario, par exemple, travailler 1 an en tant que clinicien, bien sûr, vous pouvez faire ça. En tant que mère accompagnant mon fils, candidat CEC,
aux nouvelles filières, vaut-il mieux attendre qu'ils soient invités ou me joindre à cette demande dès à présent? Alors ça, ce n'est pas possible. Sur la demande de CIC, on peut mettre que son conjoint ou ses enfants, pas les parents. Par contre, en revanche, quand la personne aura obtenu sa résidence permanente, elle pourra sponsoriser son parent. C'est possible. Est-ce que le programme des travailleurs qualifiés fédéral, je traduis, sans emploi au Canada existe toujours? Ou est-ce que, bien sûr, il existe toujours. Vous pouvez, si vous êtes éligible au programme, vous pouvez créer votre profil et vous mettre dans le bassin. Il n'y aura pas de tirage, parce qu'il n'y a pas de tirage en ce moment, comme on l'a dit, la question juste avant. Est-ce qu'on peut essayer des tirages avant l'automne 2021? Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que peut-être d'ici la fin de l'été, mais avant, je ne pense pas. Mais le programme existe toujours. Vous pouvez créer votre profil, vous pouvez déjà vous mettre dans le bassin. Il y a du monde dans le bassin, donc les premiers tirages vont être, à mon avis, très élevés. Mais je veux qu'il y ait des questions qui se rajoutent. Alors, je vais t'arrêter au bout d'un moment. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou... On fait une dernière question et puis après, on mettra ça. Donc, ça donnera… Alors, vraiment, je la prends au hasard parce que là, je vois qu'il y en a beaucoup. Je roule ma souris. Hop. Alors, est-il possible de faire une demande pour la nouvelle RP, donc le nouveau programme, j'imagine, sans travailler? J'ai fait une demande de rétablissement de statut, du coup, je ne peux pas travailler en attendant la réponse. Alors, non, ce n'est pas possible de faire la demande sans travailler parce que c'est une des conditions, il faut pouvoir travailler. Deuxième possibilité, il est possible de travailler en étant en rétablissement de statut sous certaines conditions. Je ne sais pas votre cas. On peut travailler. Il y a une politique d'intérêt public qui est sortie récemment, là, début janvier, qui permet de travailler en rétablissement de statut si on est entre deux permis de travail fermés. C'est-à-dire si vous avez fini votre permis de travail avec un employeur déterminé, que vous avez perdu votre statut parce que vous n'avez pas fait de demande entre-temps, que vous avez trouvé maintenant, par exemple, une mobilité francophone, donc un permis de travail fermé. Si vous êtes entre deux permis de travail fermés, vous pouvez demander une autorisation, ce qu'il appelle une autorisation intérimaire de travail. Donc, ça vous permet de travailler en rétablissement de statut. Et pour le nouveau programme, je ne l'ai pas spécifié parce que c'est un peu technique, il faut travailler et être et ce qu'ils disent, c'est qu'il faut être autorisé à le faire. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut un permis de travail, ça peut être un permis d'études. Un permis d'études, on est autorisé à travailler. Statut implicite, on est autorisé à travailler. Même certains visiteurs sont autorisés à travailler, mais ça c'est un peu compliqué. Et rétablissement de statut, si on a cette autorisation-là, on est autorisé à travailler. Donc, si c'est votre cas, demandez l'autorisation. Si ce n'est pas votre cas, si vous venez d'un permis de travail ouvert comme le PVT, par exemple, vous ne pouvez rien faire. Il faudra attendre le rétablissement de statut et le nouveau permis de travail. Mais vous avez jusqu'à novembre, parce que le programme s'arrête en novembre, donc vous avez, je pense, encore le temps. Voilà, on arrête là ou qu'est-ce qu'on fait? On arrête là, Sébastien. On a déjà pris beaucoup de ton temps et de tes expertises. Merci à tous. Merci à tous nos participants d'être restés très attentifs, très curieux et bien sûr motivés sur ce sujet qui est très, très important. Merci à la SFE d'avoir aussi, donc à nous-mêmes, plus ou moins, d'avoir organisé ce webinaire. Et moi, je te dis à très bientôt, Sébastien. Bon courage avec toutes ces applications qui sont en train de changer. Merci d'être aussi aware de tous ces changements. Merci pour ton indication de demain. J'ai noté le chiffre ici, pas sur un papier, comme tu me l'as dit. 385. Pour ceux qui veulent le replay, il vous sera envoyé parce qu'il y a beaucoup d'informations. Sébastien vous a prévenu. Il a dit en 60 minutes. On fait ce qu'on devrait faire en 3 heures. Le replay vous sera envoyé juste après les élections. Si vous voulez la voir, cliquez sur le lien que je vous ai envoyé dans le chat box. Et puis, je vous dis à tous, à très bientôt. Allez voter. Je peux dire un tout petit truc. J'ai une deuxième prédiction. Demain, il sera 385, je pense, au tirage. Une deuxième prédiction. Je prédis qu'il va y avoir plus ou moins le même webinaire dans les 10 prochains jours, quelque part. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu leur réponse et qui veulent encore voir le webinaire, et ce sera peut-être un peu plus long d'ailleurs, il y aura toujours une chance d'avoir votre réponse là. Voilà. D'accord. Donc, du coup, c'est bien les réseaux. Donc, gardez l'œil ouvert sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à Sébastien qu'on pourra avoir d'autres réponses. Et notez bien le chiffre de demain, que je ne vais pas répéter forcément. Et allez voter. Et surtout… Pour n'importe qui, mais votez. Votez même en ligne. Vous pouvez voter de chez vous sur le canapé. Il n'y a même pas besoin de se déplacer. C'est super. Du 21 au 26, on a dit on peut voter de chez nous pour la SFE parce qu'on veut vous représenter tous et être à vos côtés des Français de Vancouver et du Ouest du Canada. Merci Sébastien, merci à tous. De rien, merci. Et on croise les doigts pour le chiffre de demain.
Merci à toi. Oui. Bye bye. Bye bye.